Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une abolition des universités en 1793, une première reconstruction avec la fin de la Révolution et le Premier Empire. Avec la Troisième République, il y a une reconfiguration des universités, alors sans abolition, mais enfin quand même un changement de paysage assez significatif. Et de nouveau, là, autour des années 68, il y a une nouvelle reconfiguration, puisque par exemple l'Université de Paris, qui formait un ensemble très gros, va être divisée en 13 universités différentes. C'est quand même un changement radical, mais cette division ne va pas du tout obéir aux mêmes règles que ce qui avait été fait soit sous le Premier Empire, soit sous la Troisième République, c'est-à-dire qu'on va vouloir casser le système des facultés. Parce que on disait il faut maintenant avoir un système beaucoup plus souple, les facultés c'est trop rigide, il faut qu'il y ait des mariages entre des disciplines qui souvent s'ignorent et qui sont pas dans la même faculté. Bon. Alors ça c'est un projet qui était un petit peu utopique, faut bien le dire. Ça a été plus ou moins mis en place dans certains endroits. Si je prends par exemple l'université Paris, enfin qui s'appelait à l'époque Paris 7, qui aujourd'hui s'appelle Paris Cité, effectivement, il y a eu un mariage entre des disciplines de médecins, de médical, des disciplines scientifiques traditionnelles et une fraction de sciences humaines. Donc on avait vraiment des facultés qui autrefois s'ignoraient, qui travaillent ensemble. Bon. Mais face à cette université Paris 7, vous avez celle qui s'appelait à l'époque Paris 6 et qui maintenant s'appelle Paris Sorbonne. C'est un peu compliqué de suivre parce que les noms ont changé au fil des temps. Enfin, Paris 6, qui était en fait la continuation de la faculté des sciences de Paris, elle était très hostile à cette idée de se mélanger avec les médecins ou avec les sciences humaines. Donc elle est restée quand même très homogène avec une très forte dominante sciences dures. Et ça reste encore vrai aujourd'hui plus ou moins. L'université de Paris 1, où j'enseignais il n'y a pas très longtemps et dont j'ai écrit l'histoire avec un collègue, c'est pour ça que je me permets d'en parler, était aussi un projet un petit peu un peu comme Paris 7, c'est-à-dire réconcilier les deux côtés de la rue Saint-Jacques. Alors, je m'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas la géographie parisienne. Donc, d'un côté de la rue Saint-Jacques, sur la partie gauche, quand on regarde vers le sud, vous avez la faculté de droit. Et sur la partie droite, vous avez la Sorbonne. Donc Paris 1 va être une université qui va rassembler des morceaux de la faculté de droit et des morceaux de la faculté des lettres, ce qui était là aussi complètement en rupture avec la tradition, puisque les deux facultés, lettres et droit, se regardaient chacun d'un côté de la rue sans discuter entre elles. Alors, il y a notamment des économistes, des juristes, des gens de sciences politiques, et puis des historiens, des philosophes, des historiens d'art qui vont essayer de construire une nouvelle université qui sera assez en rupture avec ce modèle des facultés qui se regardent en chien de faïence. Voilà donc un petit peu une innovation. Alors on retrouve ça aussi dans certaines grandes universités de province. Hein. Par exemple à Lyon, vous avez Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, vous avez des diversifications des universités, et à l'intérieur, ça ne recoupe pas exactement les découpages des facultés, même si certaines universités sont quand même dominées plus par une faculté que par une autre. Alors, dernière innovation à côté de ces nouvelles universités, on va développer un grand nombre d'IUT. Hein, ces IUT existaient, mais on va en créer de nouveaux, et leurs effectifs vont beaucoup augmenter. On va aussi développer les écoles de commerce, dont les effectifs aussi vont beaucoup augmenter, et on va aussi créer un système intermédiaire qui est basé dans les lycées, qu'on appelle les sections de techniciens supérieurs, c'est-à-dire c'est des élèves qui poursuivent une scolarité au lycée, mais qui sont déjà dans l'enseignement supérieur avec une finalité professionnalisante à court terme, un peu comme les IUT, mais intégrée dans l'enseignement secondaire. Donc il y a vraiment une diversification du paysage universitaire. Alors pour vous donner quelques ordres de grandeur, l'ensemble de l'enseignement supérieur en 1970, ça représente 735 000 étudiants, hein, et à l'intérieur, les universités au sens strict
ça regroupe 637 000, donc vraiment la très grosse majorité des étudiants sont dans les universités. Mais vous avez quand même des effectifs non ridicules dans les IUT, autour de 24 000, dans les écoles d'ingénieurs, trentaine de mille, dans les sections de techniciens supérieurs, 26 000. Alors évidemment, c'est minoritaire, mais on voit que c'est pas aussi minoritaire que ça l'était autrefois. Alors, si on regarde l'évolution jusqu'en 2000, pour voir comment les choses évoluent, on a ce qu'on appelle la deuxième massification. C'est-à-dire que la première massification, c'est évidemment ce passage après 45 jusqu'aux années 60 de 200 000 à 600 000, donc multiplication par 3. Et entre 1970 et 2000, on passe de 700 000 à 2 millions. Donc là encore, multiplication par 3. Donc c'est tout à fait comparable, c'est une deuxième massification. Et évidemment, c'est pas du tout la même chose de gérer 2 millions de personnes et d'en gérer 700 000. Donc ça pose évidemment des problèmes beaucoup plus compliqués. Et c'est pour ça que les recettes qu'on avait inventées en 68 ne fonctionnent plus. Il va falloir penser autre chose, inventer d'autres solutions et répondre à cette masse considérable d'étudiants, puisqu'il y a évidemment une diversification interne. Hein. C'est des étudiants qui viennent de milieux beaucoup plus diversifiés qu'autrefois. On a l'arrivée notamment d'enfants venus de familles qui n'ont jamais fait d'études supérieures ou même secondaires, donc qui n'ont pas, comme on dit, un capital culturel très important et qui évidemment se sentent très perdus un peu dans ce système universitaire très très vaste. On a la continuité de la féminisation et maintenant les femmes vont devenir majoritaires dans la plupart des formations, sauf quelques-unes. Donc là aussi, ça change évidemment les relations internes à l'université. Et puis, on va avoir l'ouverture sur de nouvelles disciplines qui n'existaient absolument pas dans les années 60. Je pense à l'informatique, je pense aux sciences de la communication, je pense à tout ce qui est dans le domaine des formes de psychologie nouvelle, etc. Enfin, il y a toutes sortes de disciplines qui s'introduisent dans l'université. Il y a aussi l'enseignement du cinéma, l'enseignement des arts, etc. Donc, il y a vraiment une ouverture considérable de l'éventail des disciplines et évidemment on peut pas gérer tous ces gens-là de la même façon. Hein. Et ça implique évidemment là aussi des réflexions sur le statut des enseignants, sur les carrières, sur les recrutements, etc. En 1984, il y a la loi Savary, donc qui est une nouvelle loi qui reprend certains éléments de la loi Faure, mais qui introduit un certain nombre de changements au sein de la loi Faure. Alors, le principal changement, vous citez les UFR, en fait, c'est simplement un changement de terme, parce que ça remplace les UER, donc les unités d'enseignement et de recherche deviennent les unités de formation et de recherche, parce qu'il y a l'idée que les universités, enfin c'est inscrit dans la loi, doivent être pas seulement formation initiale, mais aussi pouvoir permettre des formations continues et des reprises d'études pour des gens qui auraient arrêté et qui, à un âge plus avancé, reprennent des études. Donc c'est l'idée de l'université comme lieu de reformation pour des gens qui ont arrêté un cursus et qui peuvent changer d'orientation au cours de leur vie et pas seulement quand ils sont en début d'études. Bon. Il y a aussi l'idée d'introduire dans ces conseils une plus grande attention à la pédagogie avec un conseil de la vie universitaire qui s'intéresse particulièrement à l'encadrement des étudiants et au suivi pédagogique des étudiants. Et puis il y a aussi la présence plus importante dans ces conseils de personnalités extérieures pour avoir une meilleure liaison entre l'université et la région où elle est, les entreprises, les laboratoires, etc. Enfin, pour qu'il y ait vraiment une sorte d'écosystème qui relie entre elles l'université et son environnement régional. Hein. Il faut rappeler que nous sommes juste après les lois de faire de décentralisation de 82, donc
il y a l'idée vraiment d'accompagner la décentralisation administrative d'une meilleure décentralisation universitaire. Enfin, c'était déjà des idées qui étaient présentes dans la loi Faure ou dans les lois de la Troisième République, mais là, on va encore un peu plus loin dans cette reconfiguration régionaliste. Il y a aussi l'introduction d'un système de primes pour répondre, disons, à des insatisfactions, parce qu'il y a des déséquilibres dans les carrières, notamment pour les gens qui ne sont pas devenus professeurs. Et donc, on va introduire des primes qui permettent d'améliorer les salaires sans que ces gens soient promus en grade, hein, et pour qu'ils n'aient pas le sentiment d'être éternellement bloqués au même niveau de salaire, mais qu'ils aient une amélioration de leur sort, même s'ils n'ont pas monté en grade. Cette loi Savary va mettre pas mal de temps à se mettre en place parce qu'il y a des gens qui sont contre, enfin pour différentes raisons, on n'a pas le temps d'en parler. Et puis il y a aussi évidemment le contexte d'une époque où, vous en souvenez peut-être, hein, il y a eu ce grand débat autour de l'enseignement privé et de l'enseignement public. Et Alain Savary, en tant que ministre, va être victime de ce problème et donc va pas pouvoir accompagner cette réforme de l'enseignement supérieur au-delà de 84, puisque il sera obligé de démissionner, mais pas pour des questions d'enseignement supérieur, mais à cause de cet arrêt du grand projet de réforme de l'enseignement public et privé qui avait été porté par François Mitterrand quand il a été élu président de la République et qui va susciter une très forte opposition et donc il va être obligé, enfin le ministre de l'Éducation nationale va être obligé de démissionner à cause de ça et évidemment il pourra pas poursuivre la mise en place de sa réforme de l'enseignement supérieur au-delà de 84. Dans la même période, effectivement, de la loi sur la recherche portée par Jean-Pierre Chevènement. Alors ça aussi, c'est un des nouveaux problèmes de l'université, peut-être, qui ne se posait pas avant, c'est-à-dire, traditionnellement, avant, le ministre de l'Éducation nationale couvrait l'enseignement supérieur, ce qui était logique, mais il couvrait aussi la recherche. Or, de plus en plus, ça a commencé avant, mais enfin de plus en plus, on sépare l'enseignement supérieur et la recherche. Il y a parfois des ministres ou des secrétaires d'État différents, donc du coup il y a un problème de coordination. Et aussi il y a une séparation souvent de l'enseignement supérieur avec l'enseignement secondaire et primaire. Hein. Ça a été cette innovation a été créée notamment par Valéry Giscard d'Estaing quand il a créé le ministère des universités qu'il a confié à Alice Saunier-CIT. Donc ça n'est pas la gauche qui l'a autonomisé, mais c'est la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, cette séparation des morceaux de ce qui allait ensemble cause parfois souvent des problèmes de coordination supplémentaires et des tiraillements. Et en particulier, la loi sur la recherche de Chevènement va évidemment être favorable à la recherche en tant que recherche, mais comme la recherche se trouve à la fois dans l'université et hors de l'université, ça crée un problème parce que qui dirige? Est-ce que c'est le ministre de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur quand c'est la recherche universitaire, ou est-ce que c'est le ministre de la recherche parce qu'il considère que toute la recherche doit être sous sa coupe, hein? Ça c'est un problème. Et puis il y a un problème aussi des statuts des personnels puisque un des effets de la loi Chevènement, c'est de titulariser les chercheurs. Jusque-là, les chercheurs n'étaient pas fonctionnaires au sens classique, ils étaient sous contrat, donc ils pouvaient avoir des carrières partielles ou temporaires, mais ils n'étaient pas forcément toute leur vie chercheurs. À partir du moment où on les titularise, eh ben, ils deviennent chercheurs toute leur vie, et évidemment, c'est une carrière parallèle à la carrière de l'universitaire, alors qu'avant, il y avait des allers-retours. On pouvait être chercheur quelques années, entrer à l'université, faire quelques années à l'université, parfois redevenir chercheur, etc. Enfin, il y avait une plus grande flexibilité. À partir du moment où il y a des statuts beaucoup plus rigides entre ces deux catégories, les allées et venues vont moins être faciles. Et donc,
pour ceux qui ont bénéficié, j'en parle parce que j'en ai été moi-même bénéficiaire, puisqu'à l'époque, j'étais chercheur au CNRS, donc je suis passé du statut de contractuel au statut de fonctionnaire, alors que, évidemment, je n'avais pas forcément vocation à rester toute ma vie au CNRS. Alors, d'ailleurs, je ne suis pas resté toute ma vie au CNRS, mais quand j'ai voulu quitter le CNRS, ça a été une nouvelle procédure qui a été compliquée par cette séparation des statuts induite par cette nouvelle loi. Un autre problème de la recherche par rapport à l'enseignement supérieur en France, c'est évidemment l'existence de ce qu'on appelle des grandes institutions de recherche. Alors le CNRS, c'est celle qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Il y a l'INSERM, il y a l'Institut le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, il y a le CNES, commissariat chargé de la recherche spatiale, etc. Enfin, il y a toutes sortes d'institutions spécialisées de recherche qui ne sont pas dans le giron de l'enseignement supérieur et qui se gèrent indépendamment, alors que souvent, évidemment, le principal débouché des docteurs qui sont formés par l'université, ce sont ces établissements. Donc là aussi, ça complique un petit peu les carrières ou la gestion de tous ces personnels, et surtout ça crée des corporatismes qui parfois sont préjudiciables, disons, à la flexibilité et au changement. Donc oui, il y a une sorte de fatalité en France. Je vous ai dit, on a essayé de construire l'université de la Troisième République contre le corporatisme de l'université napoléonienne. On a essayé de construire la nouvelle université des années 60 contre le corporatisme de la Troisième République. Et là, on a de nouveaux corporatismes qui se mettent en place dans les années 80 et qui vont ensuite être remis en cause au XXIe siècle. Hein. Il y a une espèce de cycle régulier d'ouverture, de fermeture, de rigidité, de flexibilité. Enfin, c'est une espèce d'aller-retour assez constant tout au long de ces 40 années depuis les années 80. Alors, vous abordez la question de ce qu'on appelle la contractualisation. Alors ça renvoie à deux phénomènes. Le premier, donc, c'était cette décentralisation que voulait la loi Savary. Donc, puisque les universités maintenant sont supposées travailler en collaboration avec les institutions régionales, il faut qu'elles passent des contrats parce que elles demandent des ressources à ces régions qui maintenant ont des moyens pour financer des enseignements ou pour financer des laboratoires ou pour financer des projets de recherche, mais évidemment, en même temps, elles doivent rendre des comptes, puisque si c'est des nouveaux partenaires qui les financent, il faut qu'elles rendent compte de l'argent qu'elles utilisent. Donc, ça suppose des contrats. Et de la même façon, l'État leur fixe parfois certains objectifs, ou elles s'engagent à observer certains objectifs. Donc là aussi, ça prend la forme de contrat. Donc on est dans un système beaucoup plus complexe qu'avant. Donc d'un côté, on a une plus grande flexibilité apparente, une plus grande insertion dans les espaces locaux, mais en même temps, du coup, ça crée toute une série de contraintes administratives supplémentaires si ces universités veulent décrocher des ressources supplémentaires. À la fin du XXe siècle, où donc la deuxième massification a produit ses fruits, c'est-à-dire qu'on a maintenant plus de 2 millions d'étudiants, une plus grande couverture géographique de l'enseignement supérieur, puisque pratiquement maintenant, il y a pratiquement plus de préfectures qui n'ont pas au moins un établissement universitaire. Ça devient vraiment exceptionnel qu'il n'y ait pas eu un IUT ou une école ou une université dans une grande ville ou dans une ville préfecture. On a maintenant des universités même dans les territoires d'outre-mer, alors qu'évidemment c'est des innovations qui n'existaient pas autrefois, ce qui pose évidemment des problèmes spécifiques, parce que est-ce qu'on peut gérer de la même façon l'université de Paris et l'université de Nouvelle-Calédonie? Évidemment, c'est pas du tout le même contexte. Vous avez maintenant aussi
une diversification énorme des filières, hein, et pour le ministre, ça devient un casse-tête considérable d'avoir tout ça dans la tête et surtout de répartir les financements en fonction de cette diversité. Et puis, vous avez surtout de nouvelles critiques qui sont apparues à la fin du XXe siècle. Justement, est-ce que cet émiettement n'est pas préjudiciable à la qualité parce que on peut pas faire la même chose évidemment quand on a face à soi une petite université ou une grande université, quand on a la diversité des disciplines ou un segment plus spécialisé, etc. Enfin, il y a une hétérogénéité considérable de ce qu'on appelle une université maintenant, hein, entre l'université du littoral dans le nord de la France et puis une grande université parisienne, il y a des écarts d'effectifs et des écarts de budget considérables et évidemment elles ne jouent pas exactement comme on dit dans la même division. Et va se poser donc le problème, est-ce qu'il ne faut pas regrouper de nouveau ce paysage émietté qui a été le produit de cette deuxième massification et des grandes décisions des années 80, 90, ce qu'on a appelé le plan université troisième millénaire, qui a augmenté considérablement le nombre d'établissements et la masse d'étudiants. Donc c'est dans cette période, au tournant du XXe, XXIe siècle, qu'il y a tout un nouveau débat sur est-ce que la France n'a pas trop dissous son paysage universitaire? Est-ce qu'il ne faut pas refaire un petit peu une carte plus rationnelle et moins émiettée pour être plus cohérent et ne pas avoir des doubles emplois ou des compétitions absurdes entre deux villes qui sont à 50 ou à 150 kilomètres l'une de l'autre? Et cette nouvelle étape, elle va se manifester notamment à travers un certain nombre de rapports, que ce soit des rapports de la Cour des comptes, des rapports d'experts qui sont nommés spécialement pour faire des évaluations, et qui vont préconiser donc des regroupements plus rationnels pour faire un petit peu le ménage, disons, dans ce paysage trop complexe. On bute toujours sur ce problème du décalage entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, et ça s'accroît parce que, par exemple, une des préconisations de Jean-Pierre Chevènement, vous vous souvenez peut-être, c'était de dire il faut que 80% d'une classe d'âge arrive au niveau du baccalauréat. Alors, tout le monde disait c'est utopique, c'est impensable, etc. Et en fait, aujourd'hui, nous y sommes. Enfin, en tout cas, on est assez près de cet objectif qui avait été fixé dans les années 80. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle le baccalauréat? Parce que, évidemment, un baccalauréat qui est passé par 400 000 personnes et un baccalauréat qui était passé par 50 000, c'est pas tout à fait le même diplôme. Enfin, en tout cas, ça n'a pas la même valeur distinctive. À partir du moment où on multiplie les diplômes, est-ce que ces diplômes ont encore une validité ou une efficacité quand ils se présentent sur le marché du travail? Et surtout, il y a eu au-delà de ça, il y a eu la diversification des baccalauréats, puisque ce qu'on appelait le baccalauréat, traditionnellement, c'était le baccalauréat général des disciplines traditionnelles, l'enseignement secondaire traditionnel, et puis à côté, il y a eu les baccalauréats technologiques et les baccalauréats professionnels. Et évidemment, ce sont des baccalauréats qui ont le même niveau théorique, mais qui ne recouvrent pas le même type de formation, le même type d'implication dans les disciplines et surtout les liens différents avec l'avenir professionnel. Or, ce qu'on a constaté, c'est que certains baccalauréats, enfin bacheliers technologiques ou professionnels, au lieu d'aller vers ce qui était théoriquement le projet hein, des réformes, c'est-à-dire vers les IUT ou vers les sections de techniciens supérieurs ou certaines écoles ou certaines formes d'apprentissage, ont eu tendance, eux aussi,
à vouloir ne pas être condamnés forcément à suivre cette filière, mais à tenter leur chance aussi dans des filières universitaires classiques. Et c'est eux qui, justement, quand on regarde les statistiques, ont le plus de mal à décrocher les premières années, et on se dit que c'est un peu du gaspillage de leur faire perdre leur temps parce que on les laisse s'engager dans des voies où leur formation préalable dans le secondaire n'est pas adéquate par rapport à ce qu'attendent les enseignants du supérieur de ces branches. Donc il y a de nouveau l'idée, est-ce qu'il ne faut pas introduire la sélection? Est-ce qu'il ne faut pas faire enfin, ce qui s'est mis en place d'ailleurs avec ce qu'on appelle aujourd'hui Parcoursup, c'est-à-dire une série de vœux et ensuite ce sont les formations qui acceptent ou non les gens parce qu'ils considèrent que la formation antérieure de ces personnes qui portent candidature correspond aux attentes de ces formations. Et donc en fait c'est une forme de sélection déguisée même si c'est des vœux, en réalité, ceux qui décident, ce sont ceux qui décident on aura ce vœu-là ou on l'aura pas. Donc en fait, c'est une sélection. Mais ça a été en fait une espèce de poker menteur, puisque pendant très longtemps on disait c'est pas une sélection, et puis en réalité, de fait, c'est devenu une sélection. Alors, ce processus de Bologne, c'est-à-dire changement d'organisation des universités avec trois niveaux, licence qui regroupe l'ancien DUG et et la licence, master qui regroupe l'ancienne maîtrise et le DEA, et puis doctorat, donc pour ceux qui veulent poursuivre pour arriver soit vers l'enseignement supérieur, soit vers la recherche. Alors ce processus de Bologne, sa justification, on la trouve dans un rapport rédigé par Jacques Attali en 98, et il a été mis en place à travers une négociation internationale avec un certain nombre de pays européens puisque l'idée, c'est d'en unifiant ces trois niveaux, de permettre des circulations plus faciles à l'échelle européenne pour les diplômés, hein, avec des équivalences de niveau d'un pays à l'autre, ce qui était très peu possible avant, puisque chaque système universitaire avec des niveaux d'évaluation différents en Allemagne, en Italie, en Angleterre, etc. Donc ça participe, ce processus de Bologne, de ce qui s'est mis en place avec la construction de Maastricht, l'Union européenne, l'euro. Enfin, ça participe d'un problème international. Là, on n'est plus à l'échelle française, mais ça va être utilisé pour imposer des réformes en France à travers cette couverture européenne. Les présidents d'université, maintenant qu'ils ont des ressources beaucoup plus importante, maintenant qu'ils ont des interlocuteurs non plus au niveau de Paris, mais au niveau de la région, se sentent des personnages beaucoup plus importants et ils vont de plus en plus se mobiliser sous forme ce qu'on appelle la conférence des présidents d'université pour réclamer de nouvelles réformes. Mais là, ce ne sont pas des réformes réclamées par les étudiants ou par les enseignants, mais vraiment par ce qu'on pourrait appeler l'exécutif des universités. Et parmi ces réformes, ce qu'ils voudraient, c'est une plus grande souplesse dans la gestion des personnels, parce que maintenant ils ont des personnels très différents. Hein, il y a ce problème recherche, enseignement, etc. Les personnels de type secondaire, les personnels de type supérieur. Ils ont des vacataires en très grand nombre, donc ils sont devenus des véritables chefs d'entreprise avec des personnels de toutes sortes, et c'est très compliqué de gérer ça comme on gérait autrefois uniquement des catégories de fonctionnaires. Et donc cette demande est faite à partir de 2001, il voudrait une beaucoup plus grande autonomie dans la gestion des personnels, et ça n'aboutira en fait qu'en 2007 avec le vote de la loi dite rénovation université, ou qu'on appelle aussi la loi Pécresse, donc qui est votée, enfin qui est promulguée au mois d'août 2007, juste après l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy.
Donc, vous voyez, c'est des idées qui ont été agitées pendant 10 ans pratiquement et qui n'aboutissent là encore qu'une quinzaine d'années après, hein. On retrouve un peu cette même lenteur que celle qu'on avait pu constater aussi bien sous la Troisième République, sous la Quatrième ou sous la Cinquième République. Ça, c'est un petit peu une des lois de l'histoire de l'enseignement supérieur, c'est on connaît les problèmes très longtemps à l'avance, mais on les résout souvent très en retard. Alors, toujours dans cette même période des années 2000, va se poser de nouveau la question de la recherche, hein. Je dis que cette question de la recherche avait déjà commencé à émerger avec cette réforme voulue par Jean-Pierre Chevènement du statut des chercheurs, mais elle va être relancée dans les années 2000, à partir de 2004-2005, là non pas par le gouvernement lui-même, mais par les chercheurs, hein. En particulier par les chercheurs qui sont dans le secteur des sciences dures, mais aussi dans le secteur de la biologie et de la biomédecine. Parce que qu'est-ce que constatent ces chercheurs? Ce sont des gens qui souvent travaillent dans des universités, bien sûr, mais aussi dans des grands établissements. Mais surtout, c'est des gens qui ont des relations internationales importantes, puisque ce sont des secteurs où il y a des coopérations entre laboratoires à l'échelle mondiale. Or, ce qu'ils constatent en allant dans les laboratoires de leurs homologues, c'est que les moyens, notamment financiers, sont bien supérieurs, que les contrats d'embauche sont bien supérieurs aussi, en tout cas les salaires qu'on donne aux débutants sont plus élevés nettement que ceux qu'on donne en France, et puis qu'il y a surtout une tendance justement pour les éléments les plus ambitieux et les plus brillants, et surtout aussi les plus intéressés, à quitter les institutions de recherche françaises pour aller se faire embaucher en Angleterre, aux États-Unis ou en Allemagne. On a d'ailleurs eu un exemple récent de ça avec un des prix Nobel français, enfin qu'on appelle français, mais en réalité elle a fait, puisqu'il s'agit d'une femme, elle a fait toute sa carrière à l'étranger et en particulier en Allemagne. Donc ça montre bien un malaise pour un certain nombre de chercheurs qui ont le sentiment que les moyens que l'État leur donne ne sont plus suffisants pour rester dans la compétition internationale ou qu'il y a des rigidités de ces institutions de recherche qui font qu'ils ne trouvent pas les endroits adéquats pour développer leur programme. Donc là, il y a vraiment un mouvement des chercheurs qui contestent la baisse des budgets, hein. On est sous la majorité c'est les dernières années du mandat de Jacques Chirac et ça va être relancé avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Il y a l'idée que la France ne consacre pas assez d'argent à la recherche et ne facilite pas assez la carrière des chercheurs et qu'il faut alerter l'opinion publique. Donc il y a un mouvement notamment de grève des directeurs de laboratoire, il y a des assises de la recherche, etc. Il y a des promesses faites par le gouvernement à l'époque, et puis bon, tout ça traîne un petit peu, et il faudra attendre après après l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, pour qu'il y ait une première réponse à travers un certain nombre de grandes décisions sur lesquelles je vais revenir maintenant, en particulier euh, en 2008, ce qu'on a appelé le plan campus, c'est-à-dire l'idée de regrouper certaines universités entre elles et de leur donner des moyens supplémentaires si elles se coordonnent mieux, et puis d'aider aussi l'aller-retour avec les laboratoires qui sont sur ces campus en leur donnant des meilleurs moyens. Donc ça, c'est un peu une des réponses à ce que réclamaient les chercheurs. Et puis une meilleure facilitation de la gestion avec ce qu'on a appelé le passage, ça c'est dans la loi Pécresse, aux responsabilités et compétences élargies, c'est-à-dire que progressivement, ça va durer un certain nombre d'années avant que ça soit complètement fini, les présidents d'université pourront gérer leur personnel eux-mêmes, c'est-à-dire non seulement évidemment gérer ceux qu'ils ont déjà, mais pouvoir avoir la possibilité de créer des postes supplémentaires, de les recruter, etc. Alors que dans l'ancien système, ça relevait évidemment principalement, puisqu'on était dans un système de fonction publique, de concours nationaux
et d'une gestion centralisée. Donc il y a tout un mouvement de réclamation de liberté, de réclamation de nouveaux moyens qui s'étend sur ces années 2000-2010 et qui vont amener donc à la fois le plan campus en 2008, la loi LRU en 2007, le passage aux compétences élargies en 2009 et puis en 2010 la création de ce qu'on appelle les pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Alors là, c'est un peu la prolongation du plan campus, c'est-à-dire qu'on essaye de rationaliser c'est ce que j'ai dit, lutter contre cet émiettement des universités, les pousser à se regrouper et à rationaliser leurs actions pour former des ensembles plus cohérents. Et l'un des premiers pôle de recherche et d'enseignement supérieur, c'est celui qui s'appelle Paris-Cité, qui regroupe par exemple l'Université de Paris 3, l'Université de Paris 5, donc qui relève de la médecine, l'Université de Paris 7 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui relève à la fois de la médecine, des sciences et des sciences humaines, et puis Sciences Po, donc qui est au contraire une école plus tournée soit vers l'administration, soit vers la gestion, soit vers le journalisme, et enfin une université de banlieue qui s'appelle Paris 13 et qui était plutôt une université médicale et scientifique. Donc on voit qu'on est revenu à l'idée que la séparation des universités qui avait été promue par 68 et par 84 n'est pas forcément idéale. Bon. Alors il y a beaucoup de débats, hein. Je prends pas parti parce que moi j'ai un avis aussi assez critique sur ces regroupements qui dans certains cas sont assez artificielle. Hein. J'ai pris cet exemple de Paris-Cité où vous avez à la fois des universités très traditionnelles comme Paris 3, 5, 7 et puis des établissements complètement différents comme Sciences Po et Paris 13 qui sont évidemment sur des modèles assez différents et surtout dans des espaces sociaux très différents puisque Sciences Po se trouve dans les beaux quartiers de Paris et Paris 13 se trouve dans, comme on dit, le 9-3, c'est-à-dire un environnement de banlieue plutôt déshérité, donc on comprend pas très bien comment ça peut vraiment marcher de façon très cohérente vu la diversité interne. Bon. En tout cas, ça montre bien un changement complet de regard à l'échelle de 30 ans, hein, puisqu'on fait exactement le contraire de ce qu'on avait fait 30 ans avant. En 2011, on a encore une autre innovation, c'est ce qu'on a appelé l'initiative d'excellence, alors qui va un peu dans le même sens, c'est-à-dire de distinguer au sein de ces grosses universités qu'on a commencé à construire, les meilleurs pour leur donner plus de moyens et être ainsi à la hauteur des moyens dont disposent les grandes universités étrangères. Donc là aussi, on est complètement à l'envers de ce qui avait été poursuivi comme politique dans les années 80 et 90, qui au contraire mettait l'accent sur des petites universités modestes mais spécialisées. Là, au contraire, on va vers des grosses universités et on veut qu'elles soient avec des périmètres étendus. Donc, on voit bien un changement de pied assez significatif dans la philosophie générale des gouvernements par rapport à l'époque antérieure. En même temps, cette initiative d'excellence, ça n'est pas seulement un modèle comme ça un peu élitiste, c'est une reprise, là encore, d'un modèle étranger, puisque avant même cette initiative d'excellence française, il y avait eu en Allemagne une excellence initiative, donc c'est exactement le même terme, mais à l'envers parce que c'est de l'allemand, qui elle aussi voulait faire rendre visibles des universités plus importantes pour être compétitives à l'échelle internationale. Donc on voit bien qu'il y a des idées qui circulent à l'échelle européenne et qui sont reprises par les gouvernements d'un pays à l'autre. Et surtout derrière ce modèle, il y a le grand modèle des grandes universités de recherche américaines qui évidemment sont maintenant révérées comme des modèles absolus parce qu'elles sont classées à l'échelle internationale à travers ce qu'on a appelé le classement de Shanghai, qui montre qu'elles ont des résultats supérieurs aux autres, avec toute une série d'indicateurs. Bon, là aussi, j'aurais beaucoup à dire sur ces indicateurs, mais enfin, en tout cas, les gouvernements se sont laissés influencer par ce nouvel Eldorado
et ont essayé de reproduire à l'échelle locale ce qui avait marché aux États-Unis, puisque c'est les années où les États-Unis apparaissent comme le foyer de l'innovation avec les grands conglomérats électroniques, les nouveaux secteurs de la haute technologie qui deviennent extrêmement productifs et lucratifs dans ces années-là, et donc il y a une volonté en Europe d'essayer de faire la même chose. Des renversements de politique, disons un peu tous les 20 ou 30 ans, hein, c'est assez une importance des modèles étrangers à chaque époque, on a vu ça à plusieurs reprises, et en même temps un effet, disons, très lent des réformes. En tout cas, il y a toujours un décalage entre ces réformes et les réponses qu'elles apportent aux questions posées à ces systèmes, et surtout une complexité de plus en plus grande, évidemment, de ce système, puisqu'il ne cesse de grossir, il ne cesse de se diversifier, et surtout maintenant, on n'est plus simplement dans un espace local ou national, mais on est aussi dans un espace européen avec justement la réforme du LMD. Il y a une circulation possible des étudiants et donc une comparaison des étudiants qui peuvent aller d'un système à l'autre hein, et qui peuvent voir les forces et les faiblesses des uns et des autres. Un enjeu évidemment d'image pour chaque pays. Euh, euh, on a vu ça par exemple sur la question des étudiants étrangers. Certains régimes veulent attirer les étudiants. La France s'enorgueillit d'avoir quand même pas mal d'étudiants étrangers, puisque, d'après les derniers chiffres que j'ai trouvés, elle occupe la 6e place en termes d'accueil d'étudiants, mais enfin, elle est quand même très largement distancée par évidemment les États-Unis, mais ça, on n'est pas dans la même taille de pays, mais même par la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui accueillent beaucoup plus d'étudiants étrangers et surtout qui leur donnent des conditions de travail certainement nettement supérieures. Donc la France reste quand même un peu à la peine dans ce domaine.